Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision Free TV. Monde Politique reçoit pour vous aujourd'hui Maître Gilbert Noël Ouédraogo, président de l'ADF RDA, président du réseau libéral africain et vice-président de l'International libéral. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Bougouma, et bienvenue. Merci de me recevoir. Merci beaucoup. Bonjour à tous vos auditeurs. Merci bien. Alors vous êtes à l'émission Monde Politique, ça se passe sur Watt FM, ça se passe également sur la télévision Free TV. Monde Politique, c'est parti avec Maître Gilbert Noël Ouédraogo, mais nous allons d'abord faire pédagogie. Vous venez de rentrer de plusieurs rencontres de haut niveau sur l'international libéral, mais d'abord, qu'est-ce que le libéralisme? Le libéralisme, c'est un courant de pensée et c'est une manière de gérer en fait la société, de gérer donc nos pays. Et cette voie-là, c'est une voie politique et le libéralisme se repose sur trois valeurs essentielles. Premièrement, c'est l'état de droit. Donc quand on parle de libéralisme, on parle de l'état de droit. On parle du droit de propriété, la liberté de manifestation et la liberté d'expression. Donc, quand vous avez l'état de droit qui prévoit la séparation des pouvoirs, vous avez le droit de propriété et vous avez l'économie de marché. C'est sur cette base-là qu'on peut parler donc de libéralisme. Voilà ce en quoi nous pouvons résumer le libéralisme. Donc, l'accent est beaucoup plus mis sur la liberté de l'individu. Oui, la liberté, mais la liberté dans la responsabilité. Parce qu'on estime que la liberté s'accompagne de la responsabilité. D'accord. Alors, de fait de libéralisme, il y a plusieurs variantes. Il y en a qui parlent de libéralisme social, il y a d'autres qui parlent de libéralisme solidaire. Il y a plusieurs variantes. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette déclinaison? Oui, parce que nous avons les valeurs communes. Et vous voyez, au niveau, par exemple, de l'international libéral, nous avons plusieurs réseaux qui se retrouvent sur chacun des continents. Vous avez les Asiatiques, vous avez les Européens, vous avez les Africains, vous avez les Américains. Donc, vous avez tous les continents représenté au niveau de l'international libéral et moi je dirige donc le réseau libéral africain et nous disons en tant qu'Africains que nous avons notre variante africaine du libéralisme. Nous avons certes les mêmes valeurs communes, mais dans l'implémentation, dans la mise en œuvre, nous tenons compte de nos valeurs et nous essayons de faire en sorte que ce libéralisme-là puisse s'inspirer de nos réalités. Et c'est pour cela que nous parlons par exemple de la solidarité qui est une valeur africaine. Et nous estimons qu'il faut, nous parlons par exemple au niveau de l'ADF RDA de libéralisme solidaire parce que nous pensons qu'il faut une solidarité entre les peuples. Il faut que l'État soit là pour organiser, redistribuer les richesses quand il le faut. Et vous avez vu avec la Covid, il a été une nécessité quasi chose à tous les niveaux de pouvoir intervenir et de faire en sorte de pouvoir aider les personnes qui se sont retrouvées en difficulté. Donc pour nous, le libéralisme africain, c'est le libéralisme à visage humain. Mais il y a une confusion que les gens font souvent, c'est de confondre le libéralisme et le capitalisme. Le libéralisme est différent du capitalisme. Dans le capitalisme, effectivement, il s'agit de développer à tout prix les capitaux. Mais nous ne sommes pas des capitalistes, nous sommes des libéraux. Voilà. Et nous avons, pour ceux qui sont en Afrique, donc, cette valeur encore, dans cette implémentation, nous tenons compte de nos réalités sociologiques et nous ajoutons la valeur solidarité qui est une valeur africaine au libéralisme. Alors, valeur de solidarité, de fraternité, donc vous parlez de libéralisme africain. Est-ce que dans un pays comme dans l'autre, cette version du libéralisme a pu être appliquée et a eu du succès? Oui, je dirais que nous avons aujourd'hui plusieurs chefs d'État africains qui sont des libéraux. Nous avons l'exemple d'abord du Sénégal où le président Abdoulaye Wade et le président Macky Sall, et beaucoup de choses ont été faites pour accompagner par exemple les étudiants avec des bourses qui ont été développées. Et tout récemment au Sénégal, il y a eu une augmentation du salaire des enseignants, une grosse augmentation de plus de 200 000 francs CFA, donc au niveau des enseignants. Et il y a un travail qui est fait, même au niveau de la Côte d'Ivoire également. Et nous avons en Zambie des libéraux aujourd'hui. Aux Seychelles, nous avons un président libéral. Et de plus en plus, donc, on constate qu'il y a beaucoup de libéraux qui arrivent au pouvoir en Afrique et qui mettent en œuvre donc les politiques libérales qui
entraîne un boom économique dans les pays et qui entraîne beaucoup de réalisations, parce que là où les libéraux sont, il y a une forte mobilisation de ressources, et cette forte mobilisation de ressources doit profiter en dernier ressort aux populations. Alors, pour plusieurs observateurs, ce libéralisme que certains qualifient de sauvage fait l'apologie de, comme on appelle ça, du plus fort, donc qui peut écraser effectivement les plus faibles, à chacun pour soi, Dieu pour tous. Est-ce que c'est une bonne lecture, ou si ce n'est pas une bonne lecture, qu'est-ce qui fait que l'opinion est suffisamment dure et très méfiante vis-à-vis du libéralisme? En réalité, c'est parce que justement l'information n'est pas portée. Et vous savez, la force des autres pensées, c'est que ces pensées-là cherchent plutôt à décrédibiliser la pensée libérale. Alors que les libéraux, en réalité, nous sommes pour la liberté d'expression, la liberté de penser, et nous disons, je peux être contre toi, je peux être contre ce que tu t'exprimes, mais je suis prêt à me battre jusqu'à ma dernière goutte de sang pour que tu puisses exprimer ta différence. Ce qui veut dire que nous acceptons la différence, nous acceptons le débat. Mais il y a des idéologies qui n'acceptent pas cette différence. Il y a des idéologies qui n'acceptent pas le débat et qui veulent à tout prix donc faire disparaître les autres idéologies. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le libéralisme s'est imposé dans le monde entier. Même ceux qui se réclament d'autres idéologies appliquent dans les faits le libéralisme, sauf qu'il l'applique mal. Donc l'économie de marché est devenue une réalité partout dans le monde. Maintenant, c'est la manière de l'appliquer qui n'est pas la même. Et nous, les libéraux, nous disons que nous sommes ceux qui sont mieux placés pour appliquer ces valeurs de liberté et ces valeurs libérales. Et quand on parle du droit de propriété, le droit de propriété est une valeur qui est reconnu par le libéralisme. Le droit de propriété n'existait pas avant. Voilà, c'était la propriété individuelle n'existait pas. C'était une propriété commune. Mais nous, les libéraux, nous pensons et nous avons travaillé à ce qu'il y ait cette liberté, donc ce droit de propriété individuelle. D'accord, vous parlez du droit de propriété, vous avez parlé également de l'économie de marché. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par l'économie de marché? Ce qu'on entend par l'économie de marché, c'est de casser les monopoles. Voilà, parce que nous sommes contre les monopoles. Et nous pensons que c'est donc en mettant des règles de transparence, de bonne gouvernance, de liberté pour chacun de pouvoir postuler, qu'on permettra donc aux plus jeunes d'émerger. Parce que si vous mettez des monopoles en place, cela empêche en fait les jeunes de pouvoir émerger. Et nous travaillons à faire en sorte que au niveau des entreprises, on puisse accompagner les jeunes entrepreneurs, qu'on puisse ouvrir pour que ces jeunes-là puissent accéder au marché et que ces jeunes-là puissent apporter aussi leurs preuves. Donc, quand on parle de cela, c'est vraiment casser les monopoles, travailler à laisser le marché s'auto-réguler lui-même et faire en sorte qu'il y ait vraiment un accès égal pour tous au marché. Mais dans ce sens-là, l'État intervient comment? À ce moment-là, ce que l'État a comme rôle, c'est de créer les conditions de la transparence et de la bonne gouvernance. Là où l'État libéral intervient, c'est dans la redistribution des richesses. Parce qu'en laissant le marché se faire, le marché crée des richesses. Et dans ces richesses, l'État va avoir donc une partie qui revient à travers les impôts. Nous pensons qu'il est le rôle de l'État à ce moment-là de redistribuer ces richesses-là pour que ça aille aux plus démunis et à ceux qui sont en difficulté, qui n'ont pas pu, justement par le fait de ce jeu qui s'est fait naturellement, qui n'ont pas pu se retrouver dans ce jeu-là. Et l'État doit être là pour les accompagner, l'État doit être là pour les assister et rééquilibrer le jeu à ce niveau-là. Monde politique avec Maître Gilbert Noël Ouédraogo, il est le président de l'ADF RDA, président du réseau libéral africain et vice-président de l'international libéral. Alors aujourd'hui, il y en a qui parlent de pragmatisme. Est-ce que les idéologies ont encore droit de citer? Oui, disons que les idéologies ont encore droit de citer parce qu'en réalité, l'idéologie qui a triomphé aujourd'hui, c'est l'idéologie libérale. En réalité, tout le monde a rejoint l'idéologie libérale. En quoi faisant? Parce que dans la pratique, montrez-moi un seul pays dans le monde qui n'applique pas l'idéologie libérale. En fait, les gens ont gardé des étiquettes en disant je suis ceci, je suis cela, mais dans les faits, c'est le libéralisme. Et là, tout le monde est d'accord pour reconnaître que c'est le triomphe aujourd'hui du libéralisme. Et le libéralisme maintenant doit aussi s'adapter parce que nous, libéraux également, nous menons cette réflexion. Et toutes les rencontres que nous avons eues portent sur comment adapter
le libéralisme aussi aux changements qui interviennent, aux défis du moment dans le monde actuel. Et nous travaillons à cela. Alors, la Chine est gouvernée par le Parti communiste chinois. Vous dites que tous les pays pratiquent du libéralisme. Est-ce qu'à l'intérieur de cette Chine, il y a des faits libéraux dans la gestion? Mais vous verrez, la Chine, c'est une économie qui est puissante aujourd'hui. Et cette économie se fait comment? Le droit de propriété est reconnu en Chine. Au niveau de la Chine, en commerce, ils ont ouvert donc le pays. Ce ne sont plus les règles marxistes ni léninistes qui sont appliquées. Pour ce qui est du commerce, pour ce qui est donc du marché, partout dans le monde, on applique ces mêmes valeurs-là. Et un pays comme Cuba? Même aussi à ce niveau, je pourrais dire que dans les faits, il y a de la résistance, mais on ne peut pas exclure les valeurs libérales. Et quand je vous dis par exemple l'état de droit, tout le monde reconnaît aujourd'hui la nécessité de l'existence de l'état de droit. C'est d'abord le premier fondement du libéralisme. Voilà, la pensée politique libérale consacre l'existence de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs, la non-confusion des pouvoirs, la liberté d'expression, la liberté de marché. Maintenant, il y en a qui ne donnent pas la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir. Mais pour le marché, c'est partout. Moi, en tout cas, je ne vois pas un pays dans le monde où aujourd'hui, on ne peut pas commercer librement. D'accord. Alors, je reviens sur ma question. Est-ce que ces pays n'ont pas été pragmatiques? C'est pourquoi j'ai dit, est-ce qu'à la limite, à la fin, les différents blocs idéologiques ne vont pas disparaître? Pour que les uns les autres soient plus pragmatiques, c'est-à-dire prendre un peu de ci pour mixer à cela, pour donner autre chose. Cela serait normal et ce serait ce qu'il faut. Mais nous disons que le substrat, ce sera sur la base des valeurs libérales qui se sont imposées. Maintenant, effectivement, nous ne revendiquons pas la paternité de tout. Et le libéralisme lui-même, je vous ai dit, s'adapte parce que nos différentes rencontres, la réflexion, c'est comment faire en sorte que nos valeurs, nos pensées puissent toujours être d'actualité et travailler à ce que ces pensées-là puissent servir justement donc, les peuples pour lesquels nous nous exprimons. D'accord. Alors, tout récemment, vous avez pris part à plusieurs rencontres. D'abord à Dakar, c'était sur la jeunesse, le regroupement des jeunes libéraux. Alors, qu'est-ce qui était au menu de cette rencontre? Oui, justement, nous avons donc eu la 50e Assemblée générale et le 75e anniversaire des jeunesses libérales. Les jeunesses mondiales libérales. À cette occasion, le thème était libéralisme 3.0, le libéralisme du futur. Et je vous parlais tantôt des réflexions qui sont faites donc sur le libéralisme. Déjà, nos jeunes sont dans la réflexion pour voir quel libéralisme pour le futur. Comment le libéralisme peut s'adapter aux évolutions. Et quand on parle de libéralisme 3.0, c'est les nouvelles technologies aussi de l'information et de la communication. Comment nous nous adaptons donc justement au contexte actuel et comment nous préparons le futur. À cette occasion également, nous avons eu à mettre en place l'ALIF, c'est l'African Liberal for Youth for Freedom, c'est-à-dire que c'est le regroupement aussi des jeunesses libérales africaines, dont une présidente a été désignée, un bureau a été mis en place et donc j'étais à Dakar dans ce cadre-là pour cette rencontre des jeunesses libérales mondiales. Parce que la force aussi du libéralisme, c'est la formation de nos jeunesses. Et il y avait des jeunes du monde entier qui se sont retrouvés à Dakar pour parler du libéralisme dans le futur. Et en tant que président du réseau libéral africain, j'ai été invité donc par le président des jeunesses mondiales libérales et le président Macky Sall pour prendre part à cette importante rencontre et livrer un message donc de l'Afrique à la jeunesse du monde. Et c'est ce qui a été fait. Alors, à la jeunesse du monde libéral, quelles ont été les grandes décisions que ces jeunes ont prises? Quels ont été les grands engagements que ces jeunes ont pris? Ces jeunes ont, comme je le disais tantôt, ont réfléchi vraiment au libéralisme du futur et ont parlé de la nécessité de l'implication davantage des jeunes. Parce que c'est cela, ils veulent que les jeunes soient impliqués dans ce qui se fait dans le monde entier et qu'on puisse mettre les jeunes en avant. C'est surtout ce qui a été donc le fondement de la réflexion. Comment donner plus d'opportunités aux jeunes, comment donner plus de possibilités aux jeunes, comment mieux former les jeunes, sachant que ces jeunes sont le présent et l'avenir du monde et de l'Afrique. Et ce sont les leaders du futur. Et c'est ce que je leur ai dit quand je me suis adressé à eux. J'ai dit dans cette salle,
nous avons les prochains présidents, prochains présidents des pays, d'associations, de la société civile, les prochains hommes d'affaires et les prochains dirigeants du monde. Et ces jeunes-là doivent être formés. Et ça fait 75 ans que nous formons les jeunes au libéralisme. D'accord. Alors, une voie pour la jeunesse libérale et progressiste d'Afrique, créer des organisations de jeunesse résilientes fondées sur les meilleures pratiques mondiales, c'est un des thèmes qui a été effectivement développé, vous avez pris part. Qu'est-ce qu'on entend par meilleures pratiques mondiales? Oui, justement, ça c'est un... Nous avons organisé un atelier donc, lors de cette rencontre. Et cet atelier a été organisé par le Réseau libéral africain en collaboration avec la Fondation Friedrich Neumann. Et c'était de permettre aux jeunes de partager les meilleures expériences. Et ça a été l'occasion d'interroger les uns et les autres sur ce qui est fait en fait dans leur pays et sur ce qui est fait dans le monde, parce que c'était des jeunes du monde entier, et de retenir ce que nous estimons tous comme étant des bonnes manières, des bonnes pratiques, les questions de bonne gouvernance, les questions d'ouverture, les questions de l'état de droit. Et donc c'est de cela que nous avons parlé. D'accord, mais il n'y avait pas que la rencontre de cette jeunesse libérale, il y a eu d'autres rencontres également. Oui, tout à fait. Lorsque j'étais à Dakar, j'ai pu rencontrer aussi les partis libéraux, tous les partis libéraux qui sont au Sénégal, pour parler avec eux sur la nécessité d'une entente, d'une cohésion au niveau des partis libéraux sénégalais. Et ce message a été bien reçu et travaille en tout cas à faire en sorte que les libéraux parlent d'une seule et même voix. Et c'est ce qui était important. Après Dakar, nous avons eu donc la rencontre de Sofia. Et là, cette rencontre, c'était une rencontre qui consacrait le 63e congrès de l'Internationale libérale et également le 75e anniversaire. Parce que dès qu'on a créé donc l'Internationale libérale, on a en même temps créé l'Internationale des jeunesses libérales. Et donc, cette année consacrait les 75 ans de ces deux organisations internationales. Et lors de cette assemblée, de ce congrès, 63e congrès, on avait plus de 278 délégués représentant plus de 61 pays dans le monde. Nous sommes retrouvés à Sofia et nous avons parlé de... Le thème de cette rencontre, c'était reconstruire un nouvel ordre libéral mondial. Donc vous voyez que toute la réflexion consiste à voir comment nous pouvons travailler à distiller les valeurs du libéralisme, comment nous pouvons travailler à faire en sorte que le libéralisme continue de s'imposer partout dans le monde et que le libéralisme puisse être la réponse aux préoccupations des populations. Et c'est ce que nous avons fait à Sofia. Alors, mais à Sofia, pour ce nouvel ordre mondial du libéralisme, il va se reposer sur quoi? Il va se reposer sur les valeurs libérales. C'est-à-dire que repensons nos valeurs, essayons de voir comment nous nous adaptons par rapport aux réalités actuelles et comment nous sommes encore plus solidaires entre nous et comment nous travaillons à faire en sorte que plus de libéraux soient aux affaires. Parce que pour mettre en œuvre les politiques libérales, pour faire en sorte que ces politiques soient bien mises en œuvre, il faut que nous ayons des libéraux à la tête de nos États. Et donc, toute la réflexion a consisté aussi à voir comment faire pour que cette solidarité puisse être interactive et comment faire pour que nous puissions faire face aux dangers qui menacent le libéralisme aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire et il faut le reconnaître, il y a un danger qui menace le libéralisme aujourd'hui, c'est le populisme. Ah oui. Et nous disons, c'est vrai, par rapport aux autres idéologies, le libéralisme a triomphé, mais aujourd'hui, le populisme est en train de prendre le pas sur tout le reste. Et donc, nous devons développer des initiatives pour apporter les vraies réponses et surtout travailler à faire en sorte que le populisme ne gagne pas du terrain, parce que le populisme, c'est par la haine, c'est par la peur et c'est par la menace que le populisme s'installe et par aussi une fausse propagande. Et cette fausse propagande est dirigée donc contre le libéralisme. Alors effectivement, il y a de plus en plus de partis populistes qui émergent, il y a des leaders politiques qui émergent par le populisme, mais il y a quand même des fondements réels sur lesquels ces partis populistes ou ces leaders populistes s'appuient. C'est aussi à un moment donné la défaillance
de l'État qui gouverne, ou bien l'incapacité à pouvoir répondre aux besoins des populations, ces populistes surfent sur ces vagues-là. Donc il y a aussi des arguments sur Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'ils surfent sur ces valeurs, et c'est pour cela que j'ai dit que nous disons qu'il faut repenser comment reconstruire notre nouvel ordre mondial et comment voir aussi au niveau du libéralisme quelles sont les adaptations que nous devons faire pour pouvoir être plus près des populations et répondre aux besoins des populations. Parce qu'en fait, les populistes, ils font des promesses qu'ils ne vont pas réaliser. Et l'essentiel pour eux, c'est de surfer sur la peur, de surfer sur la haine et sur les extrémismes pour pouvoir avoir des voix. Mais après, on se rend compte qu'ils n'ont rien à proposer, à part justement ce climat de haine et ce climat de peur qu'ils développent. Et nous devons apporter la réponse, effectivement, parce que c'est une menace que nous devons prendre en considération. Et cette réponse-là ne peut venir aussi que de par le fait que nous sommes plus proches du peuple et que nous accompagnons davantage les populations et que nous réglons aussi justement ces écueils-là qui sont aussi des réalités que nous devons reconnaître. Est-ce qu'au Burkina, ces relents populistes ont commencé à prendre forme? Bon, disons qu'au Burkina Faso, ça n'a pas trop de force, mais il faut dire aussi que ces derniers temps, on assiste quand même à des situations où on véhicule des messages de haine, où on véhicule des messages de radicalisme. Et ça, c'est une autre menace aussi. Et donc, nous devons veiller à faire en sorte qu'on ne prête pas le flanc à ces messages haineux et à ce radicalisme-là. Et nous devons travailler à éteindre cela le plus tôt possible pour que nous restions dans des relations plus courtoises et aussi nous soyons dans une situation plus apaisée pour notre pays, le Burkina Faso. Ok. À Dakar, vous avez exhorté les partis politiques libéraux à pouvoir effectivement s'entendre pour pouvoir avancer. Au Burkina, il y a l'ADF-RDA, il y a l'UPC, il y a le FASO, autrement, autres qui sont des partis libéraux. Est-ce que vous vous rencontrez dans des cadres d'échange en vue de regarder dans la même direction? Est-ce que vous rencontrez formellement ici au niveau du Burkina? Disons que nous échangeons, même si ce n'est pas de manière formelle, mais il y a une concertation en tout cas entre ces trois partis. Je rappelle que les deux partis libéraux ont été admis au réseau libéral africain sous le parrainage de l'ADF-RDA. Et nous avons des échanges, nous avons des rencontres. Nous avons une rencontre avec l'UPC il n'y a pas longtemps. Nous discutons sur nos relations bilatérales. Mais au-delà de cela aussi, nous avons une rencontre avec tous les partis qui étaient représentés à l'Assemblée nationale. Et nous sommes d'ailleurs en train de travailler à la mise en place d'un cadre. Il y a eu cette première rencontre-là. Et très bientôt, vous verrez que nous aurons un cadre de dialogue entre les partis politiques, qui n'est pas un nouveau parti, parce que beaucoup n'ont pas compris, beaucoup pensent que c'est un parti qui est en création. Non, ce n'est pas un parti qui est en création, c'est juste un cadre qui permettra à tous les partis de se retrouver pour apporter leur contribution par rapport à la situation nationale, leur réflexion pour plus de sécurité dans notre pays, plus de paix dans notre pays et pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. Mais parfois, sur les questions de l'actualité, vous n'avez pas le même regard, de l'UPC à l'ADF, en passant par le FASO, autrement c'est un autre regard. Et quand vient d'ailleurs la période électorale également, l'on se dit que peut-être la famille libérale va se réunir pour présenter un candidat. Ça ne l'est pas encore comme du côté des socialistes. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à cette union? Mais on y travaille, mais si on a eu des partis qui ne sont pas ensemble, ça veut dire déjà que dès le départ, il y a aussi des particularités dans nos visions. Mais nous travaillons à faire en sorte que nous puissions nous rapprocher davantage. Par exemple, la dernière fois, on a signé ensemble, tous les libéraux, avec d'autres partis, un accord politique, l'accord politique de Ouagadougou, avec pour objectif que si l'un d'entre nous était au deuxième tour, les autres s'aligneraient derrière. Mais il n'y a pas eu de deuxième tour. Et après, on connaît la suite de tout cela. Donc, nous essayons de travailler et nous allons continuer à travailler pour que cela soit une réalité. D'accord. Maintenant, à l'issue des grandes rencontres que vous avez eues sur le libéralisme, vous êtes rentré avec quel message pour la jeunesse burkinabé? D'accord. Disons d'abord qu'à Sofia, la rencontre que nous avons eue, nous avons animé un panel sur sécuriser l'Afrique subsaharienne et le MENA, et puis les répercussions de la guerre en Ukraine sur l'Afrique. À cette occasion, donc, nous avons eu à aborder les préoccupations du G5 et les préoccupations de notre région.
qui est en difficulté. Et nous n'avons pas manqué de dire que c'est la déstabilisation de la Libye qui a conduit à cette situation. Et nous avons aussi dénoncé les 2 poids 2 mesures parce que nous avons dit que nous avons vu que depuis la guerre en Ukraine, la mobilisation des ressources s'est faite le plus rapidement possible, alors qu'ici, nous avions besoin pour le G5 Sahel de 2 milliards 100 millions pour mettre en place une armée de 5000 hommes, mais nous peinons à mobiliser ces ressources, tandis que cela se fait rapidement avec des centaines de millions d'euros. Nous parlons en euros, quand je parle de milliards d'euros, et cela se fait rapidement pour l'Ukraine. Ensuite aussi les conditions d'acquisition de l'armement qui posent problème. Alors qu'en Ukraine, on a même offert des armes. Donc nous voulons aussi que cette solidarité soit la même pour tous les pays. Et nous avons attiré l'attention sur le fait que l'insécurité dans nos pays ne va pas profiter à l'Europe. Il faut travailler à ce qu'il y ait la sécurité dans nos pays. Il faut renforcer nos forces de défense et de sécurité, appuyer nos populations qui sont en souffrance, car c'est cela qui va nous permettre vraiment d'avoir la paix dans notre pays et la paix dans le monde. Parce que, de toutes les façons, l'immigration, si les jeunes Africains se rendent en Europe, c'est parce qu'ils n'ont pas de débouchés dans leur pays, c'est parce qu'ils sont confrontés à des guerres et il faut travailler à cela. Donc, en revenant ici, le message qui est donné aux jeunes Africains, c'est de leur dire de garder espoir, c'est de leur dire que nous devons nous battre pour que nos pays deviennent des havres de paix. Nous devons nous battre aussi pour une bonne gouvernance dans nos pays et nous devons nous battre pour donner la place à la jeunesse africaine qui a beaucoup à proposer et qui peut nous permettre de sortir donc dans la situation dans laquelle nous nous trouvons au Burkina Faso. Nous avons abordé aussi la question des vivres, les risques, les menaces qu'il y a, parce qu'avec le blé qui est bloqué en Ukraine, il faut que nous trouvions des solutions. Nous avons parlé de la vie chère, des mesures qui sont prises et de ce qu'il y a lieu de faire dans ce domaine-là. Donc voilà un peu les questions que nous avons abordées. Et là, nous préparons une assemblée générale du réseau libéral africain qui aura lieu au mois d'octobre, en début octobre. Et là, le thème que nous avons retenu, c'est le libéralisme africain face aux défis actuels. Comment relever les défis actuels. Comment le libéralisme africain peut relever les défis actuels. Donc, nous menons toujours la réflexion pour voir comment nous pouvons apporter des réponses, comment nous pouvons apporter des solutions aux problèmes qui se posent à nos pays. Ça va se tenir, nous sommes en train, sur le pays, nous avons plusieurs propositions, donc nous sommes en train de discuter. Nous avions la Zambie, nous avions le Kenya, nous avons l'Afrique du Sud, le Maroc, et le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Nous avons plusieurs propositions et nous sommes en train de discuter et nous allons nous décider très prochainement. Peut-être que nous allons le faire dans un pays anglophone puisque les réunions précédentes ont été faites dans un pays francophone. D'accord. Alors oui, c'est vrai, vous avez parlé de la sécurisation du Sahel avec des participants certainement qui viennent aussi de l'autre côté. Quelle a été leur réaction? Justement, la réaction qu'ils ont eue, c'était d'abord d'essayer de comprendre pourquoi on n'arrivait pas à sécuriser donc nos territoires, quelles étaient les difficultés auxquelles nous étions liés et dans la zone des trois frontières par exemple, pourquoi? Parce que j'ai expliqué qu'au niveau de la zone des 3 frontières, il y a des attaques qui sont faites et les gens passent la frontière d'un bout à l'autre et ils voulaient comprendre tout cela, mais ils étaient d'accord effectivement qu'il était nécessaire d'accompagner l'Afrique. Et je leur ai donné donc des informations qui leur permettent de comprendre. Je leur ai dit, les 3 pays réunis, c'est presque 3 millions de kilomètres carrés. Et en termes de population, je leur ai donné aussi la densité de la population au mètre carré, qui est maximum 16 habitants au kilomètre carré. Et je leur ai donné l'exemple de la France qui fait 500 et quelques mille kilomètres carrés, avec une densité de près de 76 habitants au kilomètre carré. Donc je leur ai dit, nous n'avons pas les mêmes surfaces. Nous n'avons pas les mêmes zones et ce qui explique aussi ces difficultés que nous avons. Et nos armées ont besoin d'être accompagnées, elles ont besoin d'être formées, elles ont besoin de matériel et d'équipement et nous avons besoin aussi de ressources pour faire face donc à cette menace-là. Et nous avons besoin d'acquérir des armes. Et c'est là où nous avons des difficultés parce que justement la réglementation internationale ne nous permet pas d'acquérir facilement ces armes.
D'accord. Vous êtes à l'émission Monde politique de Watt FM et de la télévision sous-TV. L'émission se poursuit avec Maître Gilbert Noël Ouedraogo, je rappelle, qui est président de l'ADF-RDA, président du réseau libéral africain et vice-président de l'international libéral. Alors, président, nous allons aborder les questions de l'actualité nationale. La première question, il y a cette initiative que le président Damiba a d'abord prise de rencontrer le président Roch-Marc Christian Kaboré, donc l'ancien chef de l'État. Vous êtes déjà exclamé depuis votre séjour que c'était une bonne initiative. Alors, c'est une démarche qui s'inscrivait, selon ce qui a été dit, dans la situation de pouvoir contribuer à la réconciliation nationale. Donc, le président Kaboré est désormais libre. Pour certains, ce n'est pas trop tôt. Moi, je voudrais dire que je salue cette démarche et cette initiative. C'est important que nos anciens leaders, nos leaders se parlent. C'est une image dont le peuple a besoin également, de voir tous ceux qui ont dirigé ce pays et qui sont vivants se retrouver. Moi, en tout cas, c'est un rêve que je caressais depuis longtemps et je salue cette lucidité, ce courage du président Damiba d'engager enfin cette démarche. Bien sûr, il y a des difficultés autour de cette démarche. Mais dans toute démarche, il y a des difficultés. Il faut essayer d'aplanir les difficultés. Il faut écouter tout ce qui s'exprime et trouver le juste milieu. Car comme disent les Danois, la démocratie, c'est l'art de la gestion de nos désaccords. Trouvons les formules pour gérer nos désaccords et arrivons à un moment où le peuple burkinabé uni regarde dans la même direction. Et c'est pour cela que, personnellement, je salue cette démarche et j'encourage à poursuivre cette démarche, nonobstant les difficultés et les obstacles qui sont normaux et qui sont inhérents à toute activité, toute activité de cette nature. La recherche de la paix n'est pas facile, hein. Le chemin est parsemé d'embûches, mais il faut continuer. Il faut écouter aussi. Il faut écouter chacun, tenir compte des avis divergents, améliorer la démarche et faire en sorte que, à terme, ils puissent se parler et qu'on puisse avoir donc une véritable réconciliation, une réconciliation sincère, comme le disait d'ailleurs le président d'honneur de notre parti, Gérard Kango Ouedraogo, paix à son âme. Alors, est-ce que d'ailleurs la détention du président Kaboré était normale? Vous êtes avocat, vous savez qu'il a perdu le pouvoir, il a quitté ses fonctions. Est-ce que la détention d'ailleurs était normale? Mais nous nous sommes exprimés là-dessus. Je crois que nous avons été l'un des premiers partis à se prononcer sur la question. Nous avons fait une déclaration pour dire que, d'abord, par rapport au coup d'État, la prise de pouvoir, nous avons toujours été clairs en disant que la prise de pouvoir, c'est par les urnes qu'on prend le pouvoir. Et l'ADF-RDA a toujours été au pouvoir à 3 reprises par les urnes. Et l'ADF-RDA a toujours été renversé donc par justement des coups d'État. À tel enseigne, ou un soulèvement, à tel enseigne que le président d'honneur Gérard Kango Ouedraogo, que je cite, disait qu'au Burkina Faso et en Haute-Volta, il n'y a que 2 partis. C'est le RDA et l'armée. Donc, nous, à l'époque, nous avons fait une déclaration et nous avons réclamé et exigé la préservation de l'intégrité physique et matérielle du président Roch-Marc Christian Kaboré et sa libération. Et donc aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce que cette libération soit une réalité. Alors, mais sur la démission, il y en a qui disent que ça n'a pas respecté les dispositions constitutionnelles. Vous êtes également juriste. Est-ce que sa démission a respecté les dispositions constitutionnelles? Bon, disons qu'il s'est agi en réalité aujourd'hui, c'est un coup de force. C'est comme l'insurrection. L'insurrection n'a respecté aucune disposition constitutionnelle. Les gens se battaient en disant nous voulons préserver la Constitution, mais à terme, ils ont violé la Constitution. Et donc, c'était une situation de fait. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation de fait. Et moi, ma préoccupation, maintenant que la situation est là, c'est de la constater et de voir comment nous nous organisons pour sortir de cette situation. Parce que si nous nous analysons bien, si en moins de 10 ans, nous avons connu une insurrection, une tentative de coup d'État et un coup d'État, il y a un problème. Le peuple burkinabé a un problème. Ce pays a un problème. Et nous devons résoudre ce problème-là. Et il faut qu'on trouve les formules pour créer les voies d'un retour à l'ordre constitutionnel normal, mais surtout les voies pour une stabilité véritable dans notre pays, le Burkina Faso. Car sans stabilité, on ne pourra rien construire. D'accord. Dès le début du coup d'État, le président du MPSR, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a accusé ouvertement les hommes politiques d'être à 100% responsables dans cette situation, alors que quand on regarde au Burkina, après 62 ans d'indépendance, l'armée a géré le pouvoir
pendant 49 ans. Les 13 années, c'est des civils. Est-ce que vous vous reconnaissez véritablement être à 100% responsable en tant qu'homme politique de la situation dans laquelle le Burkina se trouve? Nous disons en tant qu'homme politique et en tant que citoyen, et je l'ai dit d'ailleurs avant Sandaogo, je l'ai dit en 2014, nous sommes tous responsables de la situation que vit notre pays. Y compris l'armée? Oui, quand je dis nous tous, je vais développer. Okay. L'armée, les politiques, les non-politiques, les citoyens, les intellectuels, toutes les couches de la société burkinabé sont responsables de la situation de notre pays, le Burkina Faso, par action ou par omission. Comme on dit, le plus difficile et le plus dangereux, c'est le silence des hommes bien. Nous autres, au moins, on a eu le courage de s'engager. On a essayé de faire ce qu'on pouvait. On peut être médiocre, mais on a tenté. Et ceux qui ne tentent rien et qui critiquent seulement. Que tout le monde mette la main à la pâte. Chacun veut se protéger. Chacun veut ne pas se salir les mains. Et veut que le pays avance. Le problème du Burkina Faso aujourd'hui, c'est ça. Nous avons beaucoup de critiqueurs, mais personne n'est prêt pour s'engager. Sinon, si nous prenons à bras le corps nos problèmes, si chacun s'engage, nous pouvons résoudre la situation du Burkina Faso. Mais on est dans quelle situation? On est dans une situation où tout le monde critique, où tout le monde dit ce qu'il faut faire, mais personne n'est prêt à s'engager pour le faire. On va où avec ça? Il faut bien des gens pour s'engager. Il faut bien des gens pour s'engager. En attendant, le président Blaise Compaoré aussi est venu à l'invitation du chef de l'État d'Amiba pour prendre part à cette rencontre diversement appréciée. Vous, quelle appréciation de nouveau de cette visite du président Blaise Compaoré, pour ne pas dire de ce retour d'une courte durée au niveau du Burkina Faso? Je voudrais dire que moi, je salue la décision du président d'Amiba de rencontrer les anciens chefs d'État. Moi, je n'inscris pas ça dans une démarche unilatérale d'un ancien chef d'État, mais j'inscris ça dans une démarche globale du vivre ensemble, de la cohésion, et je parle des anciens chefs d'État. Il y a même des gens qui ont dit pourquoi Roch-Marc Christian Kaboré est parti à la première rencontre. Moi, j'ai dit, je salue le fait que le président Roch-Marc Christian Kaboré soit allé à la première rencontre. Il est président de ce pays, le Burkina Faso. Il a été président de ce pays, le Burkina Faso. Et ce n'est pas parce qu'il n'est plus au pouvoir qu'il se désintéresse de l'avenir de notre pays, le Burkina Faso. Et tous les anciens chefs d'État ont une part de responsabilité dans l'histoire de notre pays, le Burkina Faso. Non seulement ils ont une part de responsabilité, mais ils drainent aussi derrière eux des gens. Et donc, toutes ces opinions mises ensemble, ça peut aider à trouver une solution, mais ça peut aider à peser. Ne voyons pas justement la personne des anciens chefs d'État, mais voyons ces anciens chefs d'État avec toutes les personnes qu'elles peuvent drainer derrière elles, et avec l'actuel aussi chef d'État, avec toutes les personnes que l'actuel chef d'État peut drainer derrière lui. Et c'est comme ça que moi je vois la chose. Je ne vois pas la chose d'une manière microscopique. Je vois la chose d'une manière macro. Et je me dis, si ça peut apporter quelque chose à notre pays, le Burkina Faso, tant mieux. Maintenant, j'entends les critiques, je les comprends, je ne condamne personne. Chacun est dans son rôle. Autant ceux qui s'opposent sont dans leur rôle, autant le président d'Amiba est dans son rôle de travailler comme il le fait à rassembler les Burkinabés, parce qu'aujourd'hui, il est le père de la nation burkinabé et il doit prendre les dispositions pour que les Burkinabés se rassemblent. Maintenant, comme je l'ai dit, je le répète, il doit écouter aussi les Burkinabés, il doit écouter ceux qui s'expriment de manière majoritaire, mais également aussi écouter ceux qui s'expriment de manière minoritaire, parce que même les minoritaires sont des Burkinabés. Donc, il faut prendre en compte tout le monde et trouver la solution. Et dans une œuvre de pacification, on ne peut pas ne pas laisser des plumes. Et il a eu ce courage-là d'engager cette initiative tout en sachant qu'il peut laisser des plumes. Et c'est en cela que moi je salue ce courage-là. Et à sa place, moi j'aurais engagé en tout cas cette concertation avec les anciens chefs d'État. Maintenant, dans les modalités, il y a des choses à voir, mais toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Mais essayons de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour permettre aux Burkinabés de se retrouver et d'avancer. Et le communiqué du gouvernement a précisé clairement que cela ne remettait pas en cause les questions judiciaires. Donc peut-être que plus tard, des éléments d'information pourraient être apportés là-dessus. Alors, mais déjà, la rencontre a démarré avec des non-partants. Qu'est-ce qui aurait pu être fait
pour que chacun se sente en sécurité et en devoir d'y être? Je ne suis pas surpris que la rencontre ait commencé avec des noms partants parce que c'est une œuvre colossale, c'est une œuvre gigantesque, c'est une œuvre dans laquelle il faut avoir de la patience, c'est une œuvre qui va prendre du temps. Et c'est normal, les gens ont besoin d'être rassurés, les gens ont besoin de garanties, que ce soit au niveau des dirigeants, des anciens, que ce soit au niveau du peuple. Donc, mais ce qui est bien, c'est que ça a démarré. Ça a démarré avec d'abord 3 anciens chefs d'État, 2 anciens chefs d'État et le président. Ensuite, avec ceux qui seront à cette rencontre, c'est une bonne chose. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut faire en sorte qu'il y ait d'autres rencontres jusqu'à ce qu'il y ait tous les anciens chefs d'État vivants du Burkina Faso. Mais également, il faut aller au-delà des anciens chefs d'État et faire en sorte que tous les Burkinabés puissent se sentir concernés par ce qui se fait, élargir la concertation, entendre le point de vue de chacun, permettre à chacun de s'exprimer, d'exprimer ses craintes, ses différences, ce qu'il souhaite. Et à partir de là, on pourra faire une synthèse et sortir quelque chose de raisonnable pour le bien du Burkina Faso. Justement, pour le moment, le chef de l'État d'Amiba a cru bien faire d'associer seulement les leaders sans leur base. On a vu à l'arrivée du président Compaoré à l'aéroport ces partisans qui sont allés avec des banderoles à son effigie. Ceux de Roch-Marc Christian Kabori qui ont bloqué également le domicile pour dire qu'il ne bouge pas. Comment est-ce qu'on implique les bases? Parce que derrière chaque leader également, il y a des faucons, il y a des turiféraires, il y en a aussi qui sont de bonne foi ou de bonne volonté. Mais comment est-ce qu'on implique toutes ces personnes-là? Parce que l'enjeu aussi, c'est là. Non, disons que c'est d'abord en commençant par la tête qu'on peut trouver la solution. On dit toujours que le poisson pourrit par la tête. Il faut d'abord parler avec la tête. Et à partir de la tête, chacun doit s'engager et avoir la mission de parler à ses hommes. Voilà. Disons que qu'est-ce qui a compliqué davantage cette rencontre? C'est l'officialisation de la rencontre. Il faut travailler les choses jusqu'à un certain niveau de maturité. Et une fois que les choses arrivent à un certain niveau de maturité, chacun peut être un relais pour expliquer, pour permettre donc à sa base d'adhérer davantage à ce qui est fait. Mais ce qui se passe pour moi n'est pas une entrave à la paix. En réalité, chacun exprime ses craintes, chacun exprime ses peurs. Et tout cela témoigne du fait que nous sommes dans une situation où le pays est en difficulté, où vraiment nous avons mal à notre cohésion et que cela me réconforte dans l'idée qu'il faut travailler vraiment à ce qu'il y ait cette cohésion sociale. Et c'est pour ça que j'ai dit, ne négligeons personne, écoutons tout le monde. Chacun est dans son rôle, chacun joue sa partition, mais dans cela, trouvons le point d'accord dans nos désaccords qui va nous permettre d'avancer. Que pensez-vous de l'attitude de ceux qui ne se sont pas présentés? Comme je l'ai dit, je respecte leur attitude. Mais je me dis qu'ils ont des raisons de ne pas se présenter. Ils peuvent avoir des éclaircissements dont ils ont besoin. Il y a des garanties dont ils ont besoin. Il y a un certain nombre de choses dont ils peuvent avoir besoin. Et par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de rompre le dialogue. Il ne faut pas rompre le dialogue. Il faut continuer à échanger avec ces personnes-là, de telle sorte qu'on arrive à avoir tout le monde autour de la table. D'autres ont par exemple dit qu'on peut le faire par visioconférence. Donc tout cela est possible. Il y a plusieurs mécanismes possibles qui permettraient que la concertation ait lieu. Et il faut travailler à cela. Et moi j'exhorte donc le président à poursuivre dans sa démarche et à travailler à ce qu'il puisse se parler, qu'il puisse trouver les formules et qu'il puisse aussi intégrer les préoccupations des citoyens sur les questions de gouvernance, sur les questions de justice, sur les questions... Que l'on puisse prendre en compte tout cela, parce qu'en réalité, on peut trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Voilà, c'est la démarche. Il faut trouver la bonne démarche, et à partir de ce moment-là, tout le monde sera satisfait, et on trouvera donc une solution consensuelle pour tout le monde, où chacun sauvera sa face. Parce qu'en réalité aussi, j'ai le sentiment que certains mènent un combat aujourd'hui. Ce n'est plus un combat pour la nation, mais c'est un combat à titre personnel pour dire j'ai gagné. Mais nous avons dépassé cette étape-là où il faut chercher à gagner soi-même. Il faut que la nation gagne.
Alors, on a déjà eu une expérience de réconciliation qui n'a pas marché le 30 mars 2001 au stade. On a vu ce qui a été présenté comme journée nationale du pardon. Ensuite, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont associés à cette journée. Mais après le départ de Blaise Compaoré, on a pratiquement oublié la journée. Elle était d'ailleurs à un moment donné fériée. En son temps, vous étiez au cœur de cette gestion-là. Tirant leçon de ces échecs, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'instant? Tirant leçon, évidemment, de cette époque-là. Je pense que nous devons d'abord tous nous accorder sur le fait qu'il faut une réconciliation à notre pays, le Burkina Faso. Comme le disait le professeur Albert Ouedraogo, dans un pays où on ne prononce pas le mot pardon, où on ne prononce pas le mot réconciliation, ce pays-là a un problème. C'est un pays qui est malade. Alors il faut qu'on arrive déjà, à travers la communication, à travers la sensibilisation, à faire en sorte qu'on apaise les cœurs, à faire en sorte qu'on puisse se comprendre et qu'on puisse savoir aussi que nul n'aura raison à 100% et nul n'aura tort à 100%. Il y a des concessions à faire de part et d'autre. Et il faut travailler, et le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale doit travailler à cela. Et nous avions fait cette proposition au président Roch-Marc Christian Kaboré. En tant que président de la CODER, j'ai apporté un mémorandum sur la procédure de réconciliation nationale. Et d'ailleurs, c'est celle-là qui est en train d'être mise en œuvre. Qu'est-ce que nous avions proposé? Nous avions proposé une étape très claire. Nous avions dit, le chef de l'État lui-même doit s'engager pour la réconciliation nationale. Montrer des signes d'une volonté politique d'aller à la réconciliation nationale. Ensuite, nous avons dit, il faut consulter les forces vives de la nation. Le chef de l'État doit convoquer un forum national sur la réconciliation nationale. Ce n'est pas un forum de réconciliation nationale, c'est un forum national sur la réconciliation nationale, avec des termes de référence bien définis, où toutes les forces vives de la nation vont se retrouver et dire quel est le schéma de réconciliation que nous voulons pour notre pays, le Burkina Faso. On diagnostique les problèmes, tout est diagnostiqué, et nous disons, voilà le problème que nous avons, nous reconnaissons tous que nous avons ce problème-là, et voici les solutions appliquées à ce problème-là. À partir de ce moment, qu'on dise justice, justice moderne, justice transitionnelle, pardon, justice ou pas justice, l'État-nation, le peuple, dans son unanimité, aura décidé de sa voie de réconciliation, de son modèle de réconciliation propre à lui-même et à sa culture, et sera accepté par tous. Et c'est ce modèle-là maintenant qu'on doit mettre en œuvre. Donc moi, je ne suis pas un partisan de dire la réconciliation doit se faire de telle manière. Non. J'ai ma conception, ma vision de la réconciliation, mais je dois écouter l'autre et m'enrichir de sa vision de la réconciliation. Et ensemble, nous arrivons à trouver le modèle où tous les Burkinabés peuvent accepter. Bon, dire tous les Burkinabés, ça va être difficile. Mais la majorité des Burkinabés, en tout cas le gros lot de Burkinabés, pourrait se dire, je me retrouve dans ce schéma-là. Et à partir de ce moment-là, on trace la feuille de route de la réconciliation nationale et le chef de l'État, lui, s'engage à mettre en route, à dérouler la feuille de route de la réconciliation comme le peuple l'a voulu. C'est simple. À partir de ce moment-là, tout ce qu'on voit comme débat et bagarre, là, c'est terminé, puisqu'on a dit comment il faut traiter tous ces cas. Et on traite les cas selon ce que le peuple souhaite. Ce n'est pas selon ce que le président souhaite, ce n'est pas selon ce que telle personne ou telle autre souhaite, mais c'est selon ce que le peuple veut. Parce qu'en réalité, la justice, on la rend au nom de qui? On la rend au nom du peuple. Et c'est le peuple qui est souverain. Et c'est le peuple qui décide. Donc pour moi, il faut redonner la parole au peuple. Et le peuple va s'exprimer. Mais le peuple, ce n'est pas celui qui fait le plus de bruit. Le peuple, c'est aller aussi dans les recoins du Burkina. C'est entendre les personnes déplacées internes. C'est entendre les citoyens lambda. C'est entendre tout le monde. Et à partir de là, tirer la substance
et que nous ayons l'humilité chacun d'accepter le point de vue de l'autre. D'accord. Malheureusement, dans la situation actuelle, ce n'est pas ce schéma qui est développé, c'est beaucoup plus par le haut. On attend de voir comment est-ce que les choses vont se dérouler par la suite, même s'il a été dit que au niveau de la base, il y a ce travail qui est en train d'être fait, on attendra de voir. Mais en attendant, il y a aussi les dossiers judiciaires. Le communiqué du gouvernement dit que, d'ailleurs, ceux qui doivent répondre devant la justice vont pouvoir répondre, sauf que à l'arrivée du président Blaise Compaoré, condamné dans le dossier Thomas Sankara, ce n'est pas évident. Les syndicats des magistrats sont montés au créneau, l'UAS est monté au créneau, plusieurs autres organisations de défense des droits humains sont montées au créneau. Alors, comment est-ce que concilier la réconciliation et concilier les deux, les besoins de rendre justice avec le besoin de se réconcilier et de façon sincère et honnête? Oui, je l'ai dit aussi là dans mon intervention, chacun est dans son rôle. Ce que les magistrats ont fait, c'est leur rôle de le faire. Ils ne l'auraient pas fait que ce ne serait pas normal. Ils doivent affirmer les principes organisationnels et fonctionnels, les principes qui dirigent un état de droit et la justice. Les syndicats aussi sont dans leur rôle. Ce qu'ils ont dit, c'est leur rôle. Mais comme je l'ai dit aussi, le président d'Amiba est dans son rôle. Maintenant, on peut mettre tout ça ensemble dans ce que j'ai dit. Pour moi, ce n'est pas tard. Le fait de rencontrer les anciens chefs d'État, en lui seul, ne peut pas plomber la réconciliation nationale. En lui seul aussi, il ne peut pas constituer la réconciliation nationale. Par contre, je crois que en poursuivant la concertation, en arrivant à avoir ce forum où on va définir, où tout le monde va se retrouver, l'UAS, les syndicats, les pros, les contre, les pour, chacun, on va mettre en musique tout cela et sortir un point d'accord et mettre en œuvre ce point d'accord-là. Et ce point d'accord viendra traiter tous ces cas-là. Si les gens disent d'accord, voilà ce que nous devons faire, ben, on fera cela. Pour moi, le schéma peut être très clair, il peut être très simple. Il faut de la volonté politique. Et cette rencontre-là, moi, je l'aperçois comme un signal qui montre que la volonté politique est là. Maintenant, il faut mettre les choses en musique. Il faut rattraper ce qu'il faut rattraper et repartir sur la base de la concertation et rassurer aussi ceux qui sont inquiets. Parce que c'est important de rassurer. Parce que personne n'est contre la paix dans notre pays, le Burkina Faso. Tout le monde veut la paix. Mais maintenant, il faut amener chacun à comprendre que nous devons nous mettre ensemble pour arriver à cette paix. Et quelle est la démarche que nous devons engager. Sinon, comme le dit le cardinal Monseigneur Philippe Ouédraogo, il aime le dire, à la palabre de la famille, tous les membres de la famille sont appelés. On ne peut pas parler de la famille sans appeler les membres de la famille. Voilà, nous devons travailler à ne pas exclure quelqu'un. Nous sommes tous des Burkinabés et nous devons retrouver ce front-là, nous mettre ensemble en tant que Burkinabés. Mais comme l'a dit le président d'honneur Gérard Kango Ouédraogo, encore je le répète, seule la réconciliation vraie, sincère, peut nous aider à avancer. Une réconciliation qui est dans des calculs, une réconciliation qui vise à favoriser un camp, ce n'est pas une réconciliation. Si ça n'a pas réussi, c'est justement parce qu'on n'est pas arrivé à ce stade de la vraie réconciliation sincère où il y a l'apaisement des cœurs. Et travaillons à avoir cette vraie réconciliation. Et elle est possible au Burkina Faso. Moi, j'y crois. Et je suis engagé à fond pour que cela soit une réalité et que cela soit une vérité. C'est vrai qu'au début même, quand on parlait de réconciliation, il y en a qui disaient, vous allez vous réconcilier pour faire quoi? Qui a un problème avec qui? Mais c'est une vision réductrice. Il faut savoir que nos guéguerres politiques réjaillissent sur le peuple et réjaillissent sur nos populations. C'est pour cela qu'il faut régler ça, pour éviter que le peuple en soit la victime. D'accord. C'est également sur ces notes d'espoir que notre émission prend fin. Nous vous disons merci d'avoir répondu présent. C'est la fin du temps qui a été imparti, mais nous vous informons que les portes de cette émission vont être toujours ouvertes. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Tout est bien qui finit bien. Cette émission s'est terminée. Merci. Nous nous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Au revoir et bien des choses chez vous. Merci, maître, encore une fois. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Merci bien. Merci.